Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette première vidéo et première interview de Team Juriste. On se retrouve aujourd'hui pour parler droit, pour parler interview et pour parler actualité. Et on est aujourd'hui avec Mickaël Benilouche. Bonjour Mickaël. Bonjour Florian, bonjour la Team Juriste. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors première question, donc on va commencer par parler de votre parcours. Parler de votre vocation et alors, quelle était votre première vocation et comment est-ce qu'elle vous est venue? Moi je suis venu au droit par hasard, je suis venu au droit par hasard, je voulais m'inscrire dans différentes facs, j'hésitais beaucoup après mon bac, j'ai fait un bac scientifique, je me suis inscrit en droit donc ça ne me plaisait pas beaucoup, j'étais pas un élève très brillant jusqu'à la licence 2, j'ai raté la première session en deuxième année, c'est justement au cours de la deuxième année que m'est venue la vocation par le biais d'un prof en particulier, un professeur de droit administratif, alors même que je ne suis absolument pas publiciste, qui était professeur d'Elvolvé. J'ai trouvé cet homme incroyable parce qu'il a réussi à mettre son amphi dans la poche. Déjà, il parlait sans notes, ça m'a beaucoup impressionné, ça changeait, ça détonnait par rapport à ce que je voyais. Et en plus de ça, il arrivait sans problème à mettre un amphi complet dans sa poche. Je me souviens d'un cours où il est parti au milieu du cours disant « Vous n'êtes pas sage aujourd'hui », il est parti, il est revenu au cours suivant en disant « C'est de ma faute, je tiens à vous présenter mes excuses, c'est de ma faute, je n'ai pas su vous captiver ». Cours suivant, il a été absolument incroyable. Là, la vocation est née et j'ai décidé de me donner un peu plus de mal progressivement pour réussir. J'ai cherché, j'ai beaucoup tâtonné pour trouver une méthode de travail. Je l'ai trouvé progressivement, ce qui m'a permis d'avoir des résultats, on va dire, meilleurs au fur et à mesure. Alors je voulais vous demander si vous aviez un modèle, donc c'est ce professeur votre modèle à cet âge-là? Ah oui, à cet âge-là, indéniablement, c'était mon modèle, de voir une personne qui enseignait de cette façon-là. Est-ce qu'il y en avait d'autres de modèles? Il y avait ma maman. Ouais, Ma maman un bon modèle. Voilà. Est-ce qu'elle était juriste? Non, elle n'était pas juriste. D'accord. Elle enseignait le latin et l'italien. Et justement, elle m'a raconté ces histoires quand j'étais petit d'enseignement, où je la voyais passionnée absolument par ça. Et je trouvais ça absolument incroyable. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas par la suite enseigner. Mais vraiment, en dehors de ça, on va dire pas véritablement de modèle, parce que j'ai vu beaucoup d'enseignants défiler au cours de mon cursus. J'en vois toujours d'autres avec mes collègues de la fac et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a peut-être des petits trucs à prendre chez tout le monde. Alors, on va parler du métier d'avocat. Est-ce qu'il y a des avocats à cette époque-là qui vous inspiraient? Vous avez dit, cet avocat-là, il a quelque chose, il a un talent. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça vous arrive de trouver un avocat très bon? Alors, il y en a un qui m'a particulièrement, quand j'étais petit, vraiment impressionné, c'était Thierry Lévy, qui est décédé il y a peu. Thierry Lévy, qui est un ardent défenseur de l'abolition de la peine de mort, qui avait un certain nombre de dossiers. Je trouvais qu'il avait une voix incroyable, que malgré sa taille, il est petite taille, il est assez menu, dans une salle d'audience, il occupait complètement la salle. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a un an, de discuter avec lui, sans me départir de ce rôle-là. Je trouve actuellement qu'il y a des avocats qui sont très éloquents dans toutes les générations, avec des styles totalement différents. J'essaie justement, j'organise un petit jeu qui s'appelle le Penal Trophy, qui permet donc à des étudiants de rencontrer justement ces avocats. Alors, je vais d'abord vers des avocats que j'ai envie moi-même de rencontrer, que je ne connais pas bien, ou je connais simplement cette façon-là. On a eu par exemple Maître Denim, qui est très intéressant. Un des avocats les plus impressionnants que j'ai vu, que les étudiants ont beaucoup apprécié, c'est Christian Saint-Palais, qui également avait été très généreux de son temps, Delphine Boisel ou Clarisse Serre. Clarisse Serre, ce qui avait de bien, c'est qu'elle a pu mettre fin à un certain nombre de stéréotypes. Il y a beaucoup d'étudiantes qui font du droit pénal et on fait tout pour les dissuader. Le milieu est quand même un petit peu, voire même beaucoup misogyne. Et Clarisse Serre est arrivée, je crois qu'elle a mis tout le monde d'accord sur le fait qu'on pouvait être une très brillante oratrice et également une avocate. Et on a comme ça d'autres avocats de renom. Et dans la jeune génération, moi je suis assez impressionné par le profil et le talent de Yacine Bouzrou. D'accord. Alors Clarissa, c'était en décembre dernier, non? Oui, c'est ça. D'accord, donc c'était, je crois, pour rappeler, celle qui était... j'avais vu un titre d'article Étoile montante du barreau de Paris, et je crois il y a une sorte de concours au barreau de Paris, non, où elle est arrivée dans les premières, je crois. C'est ça, il y a le concours de secrétaire de la conférence qui honore un certain nombre de personnes, c'est un concours d'éloquence.
pour les avocats qui permet justement de venir et régulièrement, voilà, on a des nouvelles générations comme ça qui sont formées à l'éloquence et qui pratiquent ce beau métier. Donc c'est bien parce que les différents barreaux en organisant ce type de concours, ça permet de mettre en relief un certain nombre de talents nouveaux. De ce point de vue-là, la profession vraiment peut s'enorgueillir d'avoir pour chaque génération de nouveaux talents. Quel a été votre parcours universitaire et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Alors, mon parcours universitaire. Donc, j'ai fait jusqu'au l'équivalent du Master 1, j'étais à Assas, avec quand même quelques petits échecs. On va dire, j'ai eu une deuxième session. Pour ma deuxième année, j'ai eu de justesse, mais finalement, je m'en suis sorti. On va en parler après des échecs, il y aura toute une partie là-dessus. D'accord. Donc, Assas. Ensuite, j'ai fait mon Master 2 à Paris 1, avec le Master 2 de droit pénal et politique criminelle avec Delmas Marty. Jusqu'avant, j'étais en droit privé, donc droit pénal et politique criminelle avec Delmas Marty. J'ai enchaîné sur une thèse que j'ai effectuée en 3 ans. Et à l'issue de cette thèse, j'ai été recruté comme maître de conférence à l'université de Picardie, où j'exerce depuis maintenant 13 ans. À côté de ça, il y a Subaru. Est-ce que vous pouvez parler de cette prépa au métier d'avocat, donc prépa au CRFPA? Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, j'ai longtemps enseigné dans différentes structures privées, et puis l'idée est venue de créer une structure différente qui permet d'enseigner dans des petits groupes, petits comités, tout en ayant des enseignants qui sont des enseignants particulièrement qualifiés, ce qui permet justement de renforcer vraiment la pédagogie, puisque l'enseignant, il y a une plus grande interactivité dans les cours en petits comités, et aussi de commencer à travailler davantage sur quelques aspects qui sont des aspects interactifs. Pourquoi? Parce que les étudiants, ils ont leur fascicule en amont, ils peuvent comme ça poser leurs questions, on parle de cours inversés dans ce cas-là, ils ont une plateforme où ils peuvent interroger leurs enseignants, voire même grâce aux différents outils qui nous sont utiles, il est très simple ici d'avoir des cours qui sont filmés, mis à la disposition des étudiants. Donc ça, c'est véritablement, avec en plus des vidéos pédagogiques, ça c'est véritablement, je pense, quelque chose d'assez optimal pour pouvoir travailler l'examen. Et puis en plus, on a pensé à l'emploi du temps, de façon à permettre aux étudiants d'avoir un travail personnel l'après-midi et d'avoir cours le matin. Donc tout a été pensé en fait dans cette optique-là de réussite. C'est vraiment d'un point de vue pédagogique quelque chose d'assez intéressant et d'assez, on va dire, gratifiant puisque ça porte ses fruits. Et on peut y rentrer à partir du Master 1? Oui, on peut passer l'examen à partir à la fin du Master 1. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non, il n'y a pas de limite d'âge, mais l'idée quand même c'est de faire assez attention. C'est-à-dire que les étudiants qui souhaitent s'inscrire, nous ce qu'on souhaite c'est qu'en amont, on puisse discuter avec eux de leur profil et de leur projet. En Master 1, l'objectif c'est d'abord et avant tout, à mon sens, d'accrocher le meilleur Master 2 possible. Donc, préparer pendant l'année l'examen, à mon avis, ne me semble pas être une bonne idée. Par contre, on peut très bien se dire, tout l'été sera dédié à la préparation de l'examen. En M2, tout va dépendre du M2 dans lequel on est, et tout va dépendre de l'objectif à la fin de ce M2. Si au cours de M2, justement, on a un emploi du temps qui permet de se ménager des plages horaires, autant commencer la préparation à l'examen. Alors, on parlait tout à l'heure de quelques difficultés que vous aviez eues dans votre parcours universitaire. Souvent, on dit que les études de droit, c'est des études qui sont compliquées. Est-ce que vous avez rencontré, donc vous avez dit oui, déjà vous avez un petit peu répondu, qu'est-ce que c'était ces difficultés particulières? Ah, on est perdu. J'arrive en première année, j'étais complètement perdu. Je vois des cours qui ne sont pas des cours obligatoires. Je constate aussi que tout ceci est très politisé. J'ai toujours une passion pour le football, donc je crois que j'ai dû suivre tous les matchs de football possibles et imaginables. Je pratiquais également un petit peu. J'ai plus traîné dans les cafés aux alentours de la fac que dans la fac. La fac où j'étais était à côté du Jardin du Luxembourg à Paris, donc je passais mon temps au Jardin du Luxembourg. Enfin, c'était une année dans laquelle, on va dire, je ne faisais pas grand-chose, juste en TD, et encore. Ça manque de soutien. Moi, je le dis clairement, je n'avais pas, je pense, la maturité jusqu'à peu près la deuxième, troisième année pour être comme ça, livré à moi-même. Ça vous intéressait quand même, le droit? Ça dépendait des matières. En première année, quasiment pas. De toute façon, je n'allais pas trop en amphi. Ça dépendait beaucoup des chargés de TD. Le droit, de façon abstraite, oui. En deuxième année, le pénal a commencé à me plaire, uniquement le pénal. Et j'ai commencé à me renseigner pour savoir ce qu'il fallait faire pour faire du pénal et qu'est-ce qu'il y avait comme débouché. Est-ce qu'avant d'aller en droit, vous saviez que vous vouliez enseigner, vous saviez que vous vouliez enseigner, mais vous ne saviez pas que ce serait forcément du droit?
Je sais pas si je voulais. Je sais qu'il me fallait un métier où j'étais conduit à discuter avec des gens. C'est vrai que de ce point de vue-là, l'enseignement m'a permis de me trouver. Là où vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait une vocation, c'est lors de mon premier TD. J'ai commencé à parler, puis j'ai réfléchi, je me suis dit quand même c'est très agréable, hein. Tout le monde m'écoute. Donc les difficultés particulières, c'est venu en première année, comment ça s'est passé? Il y a eu un redoublement? Il n'y a pas eu de redoublement, mais ça s'est joué vraiment pas grand-chose. Première année, j'étais très médiocre. J'ai réussi à passer médiocrement. Je pense que j'avais quelques références. J'avais pris des TD en histoire du droit et j'aimais bien l'histoire du droit. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire. Donc ça me plaisait assez. J'avais eu des bonnes notes en histoire du droit, ce qui avait relevé un petit peu le reste. Deuxième année, j'ai la session de septembre, donc la deuxième session. Je ne savais pas quoi faire, je devais repasser, alors à l'époque on avait des matières d'admissibilité, il fallait absolument que j'ai la moyenne en droit administratif, donc j'ai une très bonne note en droit administratif parce que j'ai appris un bouquin, c'était le Chaput, il est énorme, je l'ai appris par cœur pendant l'été, j'avais toujours aucune méthode de travail, et arrivé en troisième année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à coller des gens, je me suis fait des nouveaux copains. Jusqu'à présent, c'était plus des copains avec qui je faisais du foot ou je buvais des bières. Là, c'était des gens qui travaillaient tout le temps. Donc, j'ai commencé à me les coller pour voir quelles étaient leurs méthodes de travail. Et j'ai trouvé ma méthode de travail. J'ai pu ici vraiment bien la mettre en œuvre et du coup progresser rapidement. Alors, il y a une affirmation qui revient souvent quand on est étudiant en droit ou quand on s'apprête à faire des études de droit, c'est le droit, c'est que du par cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Avant de faire des études de droit, moi j'ai souvent entendu ça, le droit c'est que du par cœur. En tant que maître de conférence et en tant qu'enseignant de droit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que le droit c'est que du par cœur? Voilà, je vais vous dire c'est ridicule, on va s'arrêter là, mais en fait non, c'est ridicule et on va pas s'arrêter là, parce que c'est vrai que dans certaines matières, moi je me souviens par exemple justement en droit administratif, j'avais un chargé de TD qui me faisait apprendre des dates, des noms d'arrêt, tout ceci par cœur. Bon, très bien, donc là c'est du par cœur. Pour ma part, en termes d'enseignement, je trouve qu'on atteint le niveau zéro. Donc l'enseignement, c'est pas ça. Il faut expliquer, faire comprendre et justement que la personne essaie de comprendre le mécanisme qui est véhiculé par la loi. La loi et le syllogisme, il doit conduire à ça, à comprendre. D'ailleurs, aux examens, le plus fréquemment, en tout cas pour ma part, je vais autoriser un certain nombre de supports. Le support, bien évidemment, c'est le code. Vous avez accès à votre code, donc vous avez accès à la source première, qui est la loi, et la jurisprudence. Donc il faut vous apprendre les différents mécanismes qui vont vous conduire à bâtir un raisonnement. C'est-à-dire que la méthodologie, pour moi, représente énormément de choses et on doit pouvoir s'en sortir avec un code. Le par cœur, c'est vrai, c'est important pour les exercices théoriques. Et c'est vrai que parfois les étudiants posent la question, monsieur, est-ce que tous les arrêts que vous citez, on doit les apprendre par cœur? Là, je dis non. Vous avez droit à un code, votre code va être votre guide. Mais c'est vrai que quand on travaille bien le code, au bout d'un moment, on finit par connaître. Après, ça dépend peut-être des matières aussi, parce que le droit administratif, vous en parliez tout à l'heure, c'est vraiment une matière qui se prête à ça. Il y a des jurisprudences à connaître, c'est un droit qui est un droit prétorien qui est vraiment basé sur la jurisprudence. Et peut-être que ça s'y prête plus que d'autres matières comme le droit pénal ou comme le droit civil. Oui, mais encore une fois, je pense que les techniques d'enseignement doivent évoluer. Elles doivent évoluer. On voit beaucoup de choses fleurir. D'ailleurs, j'incite mes collègues parfois à aller sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres façons d'enseigner, tourner de petites vidéos comme c'est fait parfois pour les arrêts de droit administratif, pour les illustrer. Il y a également par exemple les arrêts illustrés, donc sous forme de BD, de comics. On a un arrêt qui est expliqué, ça permet de retenir un certain nombre d'éléments. Connaître le nom d'un arrêt et une date par cœur ne sont pas primordiales. Connaître la règle, ça c'est important, mais on peut la connaître simplement en essayant d'appréhender les choses. Et je crois que sur les techniques d'enseignement, il y a beaucoup de choses à faire pour évoluer vers les techniques d'enseignement, faire de nouvelles choses, des cours inversés, donner des supports pédagogiques pour aller plus loin dans l'enseignement. Apprendre justement à raisonner, apprendre à résoudre justement une consultation d'ordre juridique. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes directeur des études de Sup-Barreau. Donc c'est une prépa qui prépare à l'examen du CRFPA pour accéder au métier d'avocat. Quelles sont les qualités selon vous qui font un bon avocat? Alors, les qualités qui font un bon avocat. Une fois que je veux dire la personne est avocat, oui. Qu'est-ce qui fait que celui-là vous dites lui il est meilleur que les autres? Alors, il y a plusieurs aspects. Déjà, il faut avoir une forme d'intelligence sociale, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à la société, aux phénomènes de société, il
faut vivre avec son temps, il faut sortir, il faut avoir des activités extérieures, il faut discuter avec les gens. Pour ma part, il n'y a rien de plus édifiant que je cours beaucoup, et quand je fais une course, c'est que je discute avec les gens. Je comprends beaucoup mieux un certain nombre de phénomènes sociaux et de discussions. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. L'entre-soi n'est pas une bonne chose. Il faut fréquenter d'autres personnes, aller à l'extérieur. À mon sens, il ne faut pas se contenter simplement d'avoir des relations au sein de la structure. Ça, c'est pour moi le premier aspect. Le deuxième aspect, quand on est avocat aujourd'hui, on ne doit pas être avocat comme il y a 15, 20 ans ou 30 ans. Il faut aussi, en dehors de ça, communiquer. Et la communication, elle est essentielle. Alors, aussi en dehors de communiquer et d'avoir ce type d'activité extérieure, il faut également penser au fait qu'aujourd'hui, un avocat, c'est un entrepreneur. Il doit penser, à mon sens, son activité comme telle. Alors, il y a ces différents aspects. Après, dans certains domaines spécifiques, on va évoquer l'éloquence. Mais j'irai pas dire que pour un avocat fiscaliste qui ne plaidera jamais, l'éloquence est essentielle. Non. Pour un pénaliste, l'éloquence est importante. Mais il y a plusieurs formes d'éloquence. Pour convaincre, il y a plusieurs aspects qui peuvent permettre de convaincre. Il y a l'émotion, il y a la conviction, on peut aussi avoir de fortes connaissances littéraires, il y a une façon de parler, une façon de s'exprimer, il y a parfois même une violence dans les propos, une virulence dans les propos, qui peut être particulièrement utile. Donc, il faut véritablement entreprendre, quand on veut développer son éloquence, entreprendre de se connaître un petit peu mieux soi-même, de connaître ses qualités et ses défauts, et de jouer sur l'un comme sur l'autre. On ne plaide pas de la même façon d'ailleurs devant des magistrats professionnels et devant un jury. On ne plaide pas de la même façon devant une juridiction que l'on intervient devant les médias également. Très bien. Et si vous deviez citer des avocats éloquents aujourd'hui, on a parlé de Clarisse Serre tout à l'heure. Est-ce que vous avez un top 3 comme ça des avocats les plus éloquents on va actuels? Je vais prendre des personnes justement qui étaient présentes au Penal Trophy. Et puis je vais fâcher les autres bien évidemment. Dans le top 3, je mets quand même numéro 1, Christian Saint-Palais. Il est absolument incroyable. Puis surtout, je me souviendrai toujours d'une question qu'un de mes étudiants lui avait posée. C'était une question d'un étudiant qui venait d'Amiens, qui lui dit, voilà, moi j'ai un accent régional, est-ce que je dois m'en débarrasser si je veux devenir un brillant avocat? Et Christian Saint-Palais lui a dit pas du tout, il ne faut surtout pas confondre à la fois l'accent et la façon de s'exprimer. Et par la suite, il a fait une sorte de cours sur l'éloquence. Je pense véritablement qu'ici, il a mis tout le monde dans sa poche. Dans le top 3, je mettrai également Thibaut de Montbrial, qui ici travaille beaucoup sur l'antiterrorisme, la légitime défense, notamment à l'égard des policiers, et ainsi de suite. Et je l'ai trouvé particulièrement éloquent dans sa façon de s'exprimer, très généreux également de son temps. C'est vraiment, je pense, un très grand formateur. Et puis, toujours dans ce top 3, mais je n'arriverai pas vraiment finalement à classer les 3, Clarisse Serre, bien évidemment. J'avais face à moi... C'est dur un top 3. J'avais face à Allez, moi... un top 5, on va dire, si vous voulez. Un top 5. Ah oui, parce qu'il faut en rajouter. Ouais, c'est clair. Clarisse Serre, elle avait face à elle véritablement tout un panel de personnes, et elle a expliqué, voilà, moi je suis avocate à Bobigny, et les différents aspects. Après, si on cherche à élargir, bien évidemment, je suis touché par les façons de procéder de Maître Dupond-Moretti ou encore de Maître Temim. Là, c'est des formes d'éloquence qui sont des formes d'éloquence, à mon sens, un petit peu différentes, mais on a face à nous des personnes qui sont des monstres médiatiques, qui existent d'une certaine façon et qui, surtout, font avancer un certain nombre de thèses et de causes. Donc c'est tout aussi, donne la parole à des personnes qui n'ont pas nécessairement la parole. Alors on parle d'éloquence, qu'est-ce que c'est pour vous votre définition de l'éloquence? La définition de l'éloquence, je pense que l'éloquence, c'est être capable de véhiculer son émotion vers une conviction. C'est-à-dire que l'on doit, lorsqu'on a une conviction, il faut la faire partager aux autres. L'éloquence, c'est le véhicule. Et à mon sens, le meilleur véhicule, ça va être l'émotion. On a tous, je pense, enfin ceux qui travaillent dans le pénal comme moi, on a tous des convictions qui sont des convictions très fortes. Les faire partager aux autres, c'est parfois être capable de se heurter, même à soi-même et à ses propres convictions, et aller jusqu'au bout d'un raisonnement. Pour ce faire, il faut jouer sur différents critères. Pour ma part, par exemple, une bonne plaidoirie, éloquente, sera nécessairement une plaidoirie qui sera une plaidoirie extrêmement rythmée
et pas nécessairement longue. Plus on parle, plus on dilue. Plus on dilue, moins le message est audible. Donc c'est ça l'éloquence. C'est véritablement le véhicule vers la raison en utilisant l'émotion. Ok. Alors en 2014, l'Observatoire national des barreaux, donc dans un article du Monde que j'ai dit tout à l'heure qui date de cet été, dénombrait 60 000 avocats en France. Il y a une augmentation du nombre d'avocats assez énorme dans les 10 dernières années, 40% en plus. Alors à côté de ça, le nombre d'affaires, il a augmenté, mais pas autant, pas de 40%. Les jeunes avocats, on le sait, ils sont touchés par une certaine précarité aujourd'hui. Quand on arrive, c'était déjà le cas avant, vous me direz. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut se démarquer? Il y a les outils du numérique. Comment est-ce qu'on peut s'en servir pour réussir justement à se démarquer? Alors, à mon sens, ce sont des chiffres, donc je ne vais pas les discuter avec vous, mais à mon sens, le besoin en droit n'a jamais été aussi fort qu'à l'heure actuelle dans notre société. C'est un besoin en droit, il suffit d'ouvrir un journal, il suffit même de s'intéresser à un sport ou encore même à la politique, on voit que le besoin en droit, le besoin d'explication par rapport à certains faits divers, il est extrêmement développé. Comment transformer ça en des besoins en termes d'avocats? D'abord, la première chose, ça a été un des effets d'une loi récente qui permet aux avocats de pouvoir enfin faire une publicité qui est une publicité, on va dire, plus en phase avec son temps. L'avocat est un entrepreneur. D'abord, la première chose d'un avocat, c'est qu'il faut impérativement qu'il ait une identité numérique. C'est fini le temps où l'avocat vient et visse à l'extérieur de ses locaux une plaque où il explique, voilà, moi je suis avocat et les gens vont venir. Non, son existence numérique, il va la développer de différentes façons. Il faut créer un blog, il faut écrire des articles, il faut aussi vulgariser son savoir. Il y a énormément de médias, voire même les réseaux sociaux sont en eux-mêmes des médias qui vont véhiculer des informations et ces informations, vous allez toucher un certain nombre de personnes. C'est ça l'aspect important. Ensuite, deuxième élément essentiel, le réseau. Il faut travailler le réseau. Ça, les étudiants, ils doivent, dès le début, dès le moment où leur vocation naît, commencer à travailler le réseau. Comment on fait? Il faut participer à des concours, il faut participer à des conférences, il faut être présent, il faut utiliser ces enseignants en droit pour qu'ils vous mettent en relation. Dans le cadre justement de Sud Barreau, on a créé un certain nombre d'activités. Ces activités, c'est quoi? C'est d'abord le Pénal Trophy qui permet finalement à quoi? Des étudiants qui souhaitent devenir pénalistes rencontrent des pénalistes de renom, qui les mettent en relation. Ça a recruté, c'est-à-dire ça aboutit parfois à des propositions de collaboration. Ça a fait des rencontres, des stages ont été proposés, et ainsi de suite. Pareil, j'ai lancé cette année les cafés débats. Les cafés débats, ils peuvent conduire à quoi? Justement à ça. Là, on rencontre des avocats qui sont des avocats atypiques. Parce que l'autre aspect, c'est quoi? C'est de se créer une niche professionnelle. On a une passion, essayer de creuser cette passion, donc on a une altérité. Voilà, j'ai un avocat dans mes connaissances qui a creusé l'aspect droit de la restauration. Une autre, droit du sport. Bien sûr, ce ne sont pas des spécialités qui sont reconnues par les barreaux, mais ce sont des spécialités, des niches d'activité dans lesquelles on peut se faire connaître, on publie régulièrement dessus. Quand on a une clientèle, on rend cette clientèle quand même, on lui donne un retentissement. Voilà, ça, ce sont des idées qui sont des idées absolument optimales. Aujourd'hui, par exemple, si je viens, je vous dis, si je reprenais la robe, je vous dis, tiens, voilà, je suis pénaliste. Ça ne suffit pas. Je suis pénal médical, je fais du pénal du sport, je fais également du pénal des activités politiques. Là, oui, là, ça va parler davantage. Et d'exister médiatiquement. Et l'existence médiatique, c'est pas si difficile que ce soit. Il n'est pas indispensable de connaître tous les journalistes. Non. Pour avoir une existence médiatique, il faut créer un blog, il faut avoir une chaîne YouTube à un moment donné parce qu'il faut aussi communiquer d'autres façons. Il faut essayer de toucher les personnes par différents médias. Cette existence numérique, moi ça fait quelques années maintenant, ça fait 2-3 ans que je suis sur Twitter, Facebook, LinkedIn, j'ai un blog, j'ai une chaîne YouTube. Alors c'est très chronophage, c'est sûr, ça prend beaucoup de temps, mais derrière ça, pour véhiculer un certain nombre d'idées, là par exemple dernièrement, des étudiants m'ont demandé d'essayer d'être leur porte-voix par rapport à la contestation de l'augmentation des frais d'inscription dans les écoles d'avocats. Je m'efforce de faire porter leur voix et j'utilise justement ces différents réseaux sociaux. C'est vrai que leur voix est susceptible de porter davantage. Et est-ce que par rapport à ça, vous vous organisez, vous dites à tel moment de la journée, je dois faire un tweet, ou alors est-ce que ça vient vraiment spontanément? Est-ce que, parce qu'on le rappelait, vous avez beaucoup d'activités, il y a Sud Barreau, vous allez à Lille enseigner, vous allez en Picardie aussi.
Tout à l'heure, vous me parliez de Lyon. Et donc, est-ce que vous organisez, comment vous organisez pour publier régulièrement sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous le faites déjà? Et si oui, comment? Alors, c'est délicat, justement, cette façon de gérer les choses. Je dois avouer que cette année, c'est encore plus particulier, puisque tout au long de l'année, j'ai préparé un ouvrage qui est chronique d'un maître de conférence chez Henrik B. Éditions, qui raconte justement ce différent type d'activités. Il faut fonctionner, il faut prioriser les choses. Une journée type doit être une journée, normalement pour ma part, qui doit commencer par l'aspect communication. C'est-à-dire, est-ce que j'ai quelque chose à communiquer aux étudiants? Attention, communiquer, c'est pas nécessairement venir pondre quelque chose d'important. C'est parfois simplement, sur Twitter, retweeter. On prendra tout à l'heure un exemple où je vous dirai très clairement que j'étais en cours d'élaboration d'un article pour savoir si telle ou telle affaire, ça relevait d'un tel ou d'acte de torture et de barbarie. Au moment où je suis en train de l'écrire, je vois apparaître un article, je lis l'article, il me correspond tout à fait, je le retweet de ce point de vue-là, je laisse tomber, ça me fait gagner d'une certaine façon un peu de temps, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut être en phase d'abord avec le fait que le matin, je vais débuter avec mon café, en regardant sur les réseaux sociaux, ou bien moi-même à ajouter une petite réflexion à un moment donné. Donc ça débute de cette façon-là. Après, il faut prendre l'actualité comme elle vient et essayer de voir l'importance des différents aspects au fur et à mesure. Ça prend du temps, mais il faut prioriser. Après, j'ai nécessairement mon rythme de temps qui est pris par mes contraintes universitaires, c'est-à-dire que là, il faut que j'aille en cours, et c'est là où j'ai un avantage, je pense, sur les autres personnes, parce que je communique beaucoup, c'est que je suis dans le train pendant des temps qui sont des temps parfois extrêmement longs. Alors, je n'ai rien contre la SNCF, mais la SNCF, les trains ne sont pas toujours à l'heure, et quand ça capte, justement, ça donne lieu au fait de communiquer. Cette communication-là, là où elle est intéressante, c'est qu'elle permet finalement de rapprocher face à certaines problématiques. J'ai jamais été autant suivi, par exemple, que depuis que je communique sur mes problèmes de retard SNCF. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de collègues dans la même situation et beaucoup d'étudiants. Et ça crée une sorte de proximité. Et de la même façon, ça me permet de consulter les actualités, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient politiques, et de pouvoir rebondir dessus à un moment donné, et de toucher aussi d'autres étudiants. Actuellement, par exemple, je suis en communication très régulière avec des étudiants du sud de la France. Vous-même, vous venez de Montpellier, je crois qu'on s'est connus par les réseaux sociaux, par Twitter. C'est quelque chose qui est tout à fait important. La communication, et essayer de faire connaître aussi ce que l'on fait, c'est important parce qu'à l'heure actuelle, on est dans une société qui est une société de transparence. Et sur certains points, il faut que les étudiants sachent que, par exemple, voilà, on leur promet systématiquement un avenir qui est un avenir horrible. Vous me disiez tout à l'heure, il y a trop d'avocats, etc. Est-ce que quelque part, dans ce mode de raisonnement-là, il n'y a pas une volonté de la part de certains avocats qui sont en place, qui voient une nouvelle génération arriver? Vous, par exemple, vous êtes beaucoup plus dégourdi que moi pour ce qui est d'utiliser une caméra. Vous êtes plus dégourdi que moi par rapport aux différents réseaux. Ouais, mais on va voir la qualité de la vidéo après, mais... On verra ça, mais c'est quelque chose qui est super important. C'est-à-dire que concrètement, on en arrive tous à se poser des questions et à se dire, est-ce que cette nouvelle génération qui arrive, est-ce que finalement elle ne nous fait pas peur? Est-ce qu'elle ne va pas nous prendre nos places finalement? Vous voyez par exemple, la maîtrise de conférence, enseigner en droit, c'est très bien. Quand j'enseigne dans un amphi, c'est un moment qui est extrêmement gratifiant. C'est un moment de bonheur intense. Est-ce que d'un point de vue pédagogique, je trouve que c'est mieux? Je ne crois pas. Et ça, c'est, je pense, dans toute réflexion qu'on doit mener, une réflexion qui est une réflexion qui est absolument majeure. C'est-à-dire que s'adresser à la jeunesse, c'est aussi voir ce qu'ils peuvent aimer sur ces réseaux, la façon dont ils communiquent, et justement de réagir. Il y a différents groupes comme ça qui sont gérés par des étudiants en droit. J'ai demandé d'intégrer ces groupes-là, et je vois des questions qui sont posées, ou des réflexions à un moment donné. Et j'aime bien réagir. Alors on se retrouve souvent en porte-à-faux, parce qu'avec ces phénomènes on va parler de harcèlement par Internet, moi je me sens un petit peu étranger à ça, mais vous avez parfois un étudiant qui va venir, qui va être en désaccord avec vous, et parce que c'est un étudiant, il va avoir 80 likes à ce qu'il vous dit, et vous en réponse, vous en allez avoir 2. Bon, et là on se dit, tiens, j'ai perdu mon battle. Mais c'est pas vraiment perdu le battle. Au moins vous avez discuté avec quelqu'un qui est en désaccord avec vous. Oui, surtout ça veut rien dire. Souvent ce qui est le plus aimé, partagé, etc., c'est ce qui est facile à comprendre, c'est pas forcément ce qui est vrai ou juste à penser. Il y a un bon exemple de ça, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le challenge. Alors vous l'avez épinglé sur Twitter, je sais plus comment il s'appelle ce challenge, mais c'est un bon exemple de ça parce que c'est vraiment d'actualité et ça vous le faites en amphi. Je sais plus comment ça s'appelle ce challenge. Mannequin challenge. Ah oui, voilà.
Ouais. Duncan Challenge sur une musique toujours la même. Voilà, c'est un bon exemple si vous voulez aller voir ce que c'est communiquer avec l'actualité, c'est un petit peu ça. C'est ça, en plus c'était quelque chose, c'est-à-dire je me souviens, c'était le dernier cours de droit pénal avec mes étudiants de deuxième année de droit à Amiens, et j'avais une discussion lors de l'avant-dernier cours où ils me disaient voilà, on est dans une petite fac, les gens ne nous connaissent pas, ils ne savent pas qui on est. J'ai réfléchi tout au long de la semaine pour essayer de leur démontrer qu'ils avaient tort, qu'on pouvait en communiquant toucher un grand public. Et je leur ai dit à la fin du cours, allons-y, on va organiser ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Ceux qui ne sont pas d'accord, vous sortez. Et on a organisé ça, et ce qu'il y a d'assez sympathique, c'est qu'effectivement ça a été beaucoup repris. Ça a été beaucoup repris aussi par d'autres groupes, et que ça fait parler en bien de la fac. C'était des L1? Des L2. L2, d'accord. Parce que je voyais que c'était nombreux dans l'amphi. Ah, ils étaient je pense qu'ils se sont un petit peu donné le mot. Je leur ai pas dit avant de quoi il s'agissait. Ah, ça a été repris parce que 4-5 jours après, parce que je me suis demandé, je me suis posé beaucoup de questions, 4-5 jours après, je crois que c'est sur Bordel de droit, ils ont transmis un mail d'un enseignant qui justement disait à leurs étudiants allez voir ce qui a été fait à Amiens, parce qu'on va le réaliser, aussi nous. Bon, alors vous préparez de telle et telle façon. Bon là il n'y avait pas de spontanéité, donc je trouvais ça un petit peu moins bien. C'est Internet, ouais. C'est l'effet des chaînes. C'est vrai. Je sais pas si ça a été repris du coup dans d'autres facultés. Ça a été repris à... Je ne sais pas, en tout cas ça a moins bien fonctionné. Alors dernière et 10e question, celle par rapport à l'affaire Théo. Ouais. Vous enseignez le droit pénal et les sciences criminelles. Alors, dans cette affaire, il y a un mot qui revient souvent, mais qui n'est pas forcément fondé juridiquement, c'est le mot viol. Oui. On a l'article 222-23 du Code pénal, qui est l'article sur le viol, qui ne fait pas référence au viol avec objet. Et donc voilà, est-ce que par rapport au cas d'espèce, par rapport à ce qui s'est passé, est-ce que la qualification de viol peut être retenue pour cette affaire? Alors, justement, c'est le bon exemple, c'est l'aspect. Là où c'est délicat, c'est que, en fait, il y a deux qualifications qui sont envisageables par rapport à ces différents faits, et le choix de la qualification doit pouvoir se faire en fonction de l'état d'esprit de la personne qui a pénétré avec l'objet. Parce que, d'abord, ce que l'on sait, c'est que le viol, aujourd'hui, la définition, c'est tout acte de pénétration sexuelle, et quand on prend la jurisprudence, c'est une pénétration, en tout cas par rapport à la pénétration anale, qui est une pénétration par le sexe, mais aussi une pénétration par tout objet. Donc, la qualification de viol, elle est parfaitement envisageable. Pour tout objet? Oui. Et j'avais vu tout objet avec une connotation sexuelle. Il y a un cas de jurisprudence où... Non, cette jurisprudence, à mon avis, cette jurisprudence, elle n'est pas tout à fait applicable au cas d'espèce, parce que justement, c'est une jurisprudence qui est ancienne. Est-ce qu'on peut la rappeler du coup? Alors, la jurisprudence en question, c'était quoi? C'était une jurisprudence qui était antérieure au nouveau code pénal, qui consistait à dire qu'en cas de pénétration avec un bâton, nous sommes dans une hypothèse de violence. Depuis le nouveau code pénal, une infraction a été créée, acte de torture et de barbarie. Par ailleurs, le viol avec des actes de torture et de barbarie est également une qualification qui existe, qui s'est développée. Plus encore, de plus en plus, mais c'est la jurisprudence qui a fait évoluer le droit de ce point de vue-là, le viol est entendu de façon plus large. La seule chose par rapport au viol, c'est que le viol buccal, par contre, quant à lui, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que ce ne peut être qu'une pénétration par le sexe. Bon. Par rapport au viol anal, on trouve des jurisprudences où la pénétration par un objet est qualifiée de viol. Les actes de torture et de barbarie, c'est finalement des formes de violence, mais avec un mobile qui est un mobile spécifique. Ce mobile spécifique, c'est quoi? C'est de faire en sorte d'avoir la volonté de faire souffrir autrui. Pour le viol, ce qui le distingue entre les deux quand on a un concours de qualification comme ça, le viol, il faut qu'il y ait une connotation sexuelle. On est là sur l'élément moral. L'acte matériel, c'est une pénétration. À mon sens, un acte de pénétration de ce type-là, avec les séquelles qui posent problème par rapport à la qualification, et surtout une pénétration jusqu'à hauteur quand même de 10 cm, ce qui est considérable. Là, on peut hésiter entre les deux qualifications. Pour choisir, à mon sens, il faut l'élément moral. Avait-on la volonté de faire souffrir de façon intense la victime, auquel cas je penche pour acte de torture et de barbarie, ou avait-on la volonté d'humilier la personne en faisant un acte à connotation sexuelle? Alors, est-ce que dans les deux cas, c'est des crimes? Dans les deux cas, ce sont des crimes. D'accord, donc ça ne relèvera pas du correctionnel? Non, dans les deux cas, ce sont des crimes qui, commis avec autant de circonstances aggravantes, font encourir une peine. On peut même aller, ici, en faisant bien jouer les différentes formes de circonstances aggravantes, jusqu'à une peine de 30 ans de réclusion.
Parce que c'est quand même pas des actes qui sont des actes anodins, on est sur une telle hypothèse. J'exclus totalement le fait que ça ne puisse pas être intentionnel. C'est intentionnel à mon sens. Reste à savoir si on a le dol spécial de l'un ou si on est plus vers l'autre. Et quoi qu'il en soit, je ne trouve pas que ce soit dégradant d'utiliser une qualification au détriment de l'autre. Dire que c'est un violeur, c'est tout aussi disqualifiant que de dire que c'est un barbare. Puisque un acte de torture et de barbarie, c'est fait par un tortionnaire ou un barbare. Là, simplement, là où on a un doute, il y a un article pertinent qui a été fait là-dessus, c'est de savoir quel était l'état d'esprit. Et ça, l'enquête, je pense, peut permettre de le déterminer. Alors, sur l'état d'esprit, c'est quel article ? C'est pas un article, justement, et c'est là où c'est délicat. C'est-à-dire qu'on a un vrai concours idéal, l'élément matériel des deux infractions peut être le même, la connotation, elle est difficile à déduire, mais c'est juste sur l'élément moral. Et l'élément moral, c'est quelque chose qui est jurisprudentiel, parce que ce n'est pas tout à fait précisé. La jurisprudence a précisé qu'il fallait une volonté de faire souffrir pour les actes de torture et de barbarie, et on déduit de la jurisprudence en matière de viol qu'il faut un acte à connotation sexuelle. Et est-ce que finalement, il ne faudrait pas rajouter un nouvel article, ça existe dans d'autres pays, où où on inclut dans le code pénal le viol avec objet? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de véritable article qui parle de viol avec objet, en fait. Moi, j'aime bien l'article tel qu'il est fait. Tout acte de pénétration sexuelle, je trouve qu'il est fait de façon pertinente. De quelque nature que ce soit. Oui, c'est ça. Parce que vraiment, je pense que si on le fait avec objet, on pourrait déduire de là que c'est un acte de pénétration par le sexe ou avec objet. Et qu'en est-il de la pénétration digitale? Alors là, il faudra encore une nouvelle loi. Donc, le texte, il est relativement bien fait, on est dans un concours idéal qui est relativement rare, il faut permettre de le déterminer. Mais c'est vrai que le code pénal n'est pas très bien fait. C'est un petit peu paradoxal de faire en sorte qu'il y ait une infraction qui soit à part, acte de torture et de barbarie, et qui soit en même temps une circonstance aggravante du viol. Ça, c'est délicat. Bon, je pense que quand même, là, l'enquête va permettre de déterminer justement quel est le mobile pour trancher ce conflit-là. Alors, si on parlait là tout à l'heure, on a parlé des circonstances aggravantes, il y en a beaucoup. Il y a déjà le fait qu'il soit policier. Est-ce que les injures et les menaces racistes que Théo aurait subies dans la voiture de police, est-ce que ça consiste des circonstances aggravantes? Ou c'est un autre délit? Non, oui, enfin, d'une certaine façon, oui. Disons que depuis la loi du 27 janvier, je crois, 27 janvier 2017, c'est la loi égalité et citoyenneté, le caractère raciste de certains agissements devient une circonstance aggravante d'ordre général, donc c'est susceptible de s'appliquer. En dehors de ça, il y a aussi la circonstance aggravante de réunion que l'on peut retenir. Il s'agit également de l'utilisation d'une arme qui est une arme, ici c'est un matraque télescopique, c'est tout de même une arme. Donc on a de toute façon la réunion d'un grand nombre de circonstances aggravantes qui font passer de ce point de vue-là à une peine qui est une peine extrêmement grave. Qui serait donc, vous avez dit tout à l'heure, de 30 ans maximum. Ouais, 30 ans d'accusation criminelle. Très bien. Écoutez, on clôture l'interview sur cette note pas très joyeuse, mais bon, en même temps c'est l'actualité et c'est intéressant de se renseigner parce qu'il y a beaucoup d'articles là-dessus et finalement la parole des juristes elle est un peu, on va dire un peu plombée par le nombre d'articles de journalistes qu'il peut y avoir sur le sujet. En tout cas, allez-y. Non, mais il y a aussi une quête de ce point de vue-là de sensationnalisme. Il y a beaucoup de choses qui sont dites un petit peu rapidement. Je pense que aussi il y a, je crois que c'est un aspect par rapport aussi à je pense à la croisée des chemins dans la lutte contre les discriminations. Je crois que de plus en plus, il y a des réflexions qui devraient être menées, des réflexions plus à même là-dessus, pour voir même si dans la présentation des faits tels qu'ils sont, tels qu'il est donné, il n'y a pas quelques préjugés qui sont des préjugés racistes de ce point de vue-là. Parce que ce soit les propos racistes, que ce soit les propos misogynes, je ne trouve pas que la société actuelle soit en train de progresser, bien au contraire. Il faudrait quand même mener un certain nombre de réflexions, être capable de débattre, même par rapport à l'emploi, même sur des opinions qui choquent, qui heurtent, être capable de débattre sans pour autant arriver à des situations dans lesquelles des gens sont capables de dire que de pénétrer un individu avec une matraque jusqu'à hauteur de 10 cm, c'est quelque chose qui est susceptible d'être non intentionnel. Non, c'est impossible. C'est intentionnel.
Donc comme c'est intentionnel, ça doit revêtir la qualification qui est la qualification idoine, la qualification qui est une qualification appropriée. Donc je crois vraiment qu'ici il faut faire assez attention parce que de plus en plus avec la montée du communautarisme mais aussi la façon de traiter les actualités par certains médias, je crois qu'on va vers une dérive qui est assez stigmatisante envers certaines populations. Et cette dérive qui est stigmatisante, il faut lutter contre celle-ci pour ne faire aucun amalgame en la matière. Très bien. Merci Mickaël Déniluche. Merci Florian, à très bientôt. Au revoir la team juriste. Alors je voulais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à partager la vidéo, ça fait aussi plaisir. J'en profite pour vous annoncer les 2 prochains intervenants de cette série d'interviews. Il s'agira de 2 avocats, Bertrand Perrier et Serge Monet. Voilà, restez attentifs, les vidéos de ces interviews arriveront d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Restez connectés, restez attentifs, suivez la page Facebook, suivez le compte Twitter si ce n'est pas déjà fait. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt.